Voilà, donc après avoir abordé le sujet donc des maladies cécitantes, du bilan de basse vision, des différents moyens de réadaptation, rééducation et l'apport de l'informatique en basse vision, donc on va consacrer cette cinquième présentation aux aides visuelles. Alors, avant d'entamer ce sujet, donc on va voir donc pour cette prise en charge, il faut préciser une chose qui est importante. Donc, c'est que les possibilités de prise en charge, ils vont varier suivant le sujet et suivant l'handicap. Donc, on peut parler d'une adaptation sans rééducation, c'est-à-dire que l'orthoptiste, il va passer directement à l'adaptation sans passer par la rééducation, ou bien on peut rééduquer sans adapter. Donc, ça répond en partie sur tes questions, Corentin, un petit peu. Comme on peut faire l'adaptation puis la rééducation, au fait, chaque sujet, c'est une entité clinique particulière. Et pour cela, l'orthoptiste il doit poser quelques questions avant de commencer sa prise en charge. Il faudrait équiper le patient malvoyant par une aide visuelle? Pourquoi faire? Avec quel grossissement? Quel système? Et comment s'en servir? Voilà. Alors, pour résumer un petit peu la prise en charge, avant de passer aux aides visuelles, donc il y a généralement cette étape essentielle pour la prise en charge. La première, c'est la fixation qui doit être fiable, qui est ancrée, voire une néofixation. La dynamique oculaire par les mouvements de la motricité oculaire conjuguée qui doivent être rééduqués. La discrimination sans aide optique. Et puis, passer par la suite à la recherche d'un grossissement utile pour le patient malvoyant. Après, l'orthoptiste, il va essayer de choisir une aide optique adéquate, puis passage à l'apprentissage prothétique avec l'aide optique, et par la suite, et en fin de protocole de rééducation, développer des stratégies adaptées à chaque activité. Alors, concernant les aides visuelles, alors on va d'abord voir ce que c'est une aide visuelle. On va revenir parce que là, je ne sais pas, peut-être c'est le type de présentation, le type de PowerPoint. Alors, l'aide visuelle, sa définition, c'est tout appareil visant à corriger une déficience visuelle, à compenser une incapacité visuelle, à prévenir ou réduire une situation d'handicap pour permettre de lire, d'écrire ou de circuler dans un environnement non familier. Donc généralement, c'est la définition qui circule concernant l'aide optique. Alors, le but de l'adaptation, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Nejla, donc on va pas chercher la guérison. Donc il s'agit au fait d'une éducation visuelle. Il s'agit de faire apprendre aux patients de voir autrement. Donc il s'adresse généralement à tout type de personnes malvoyantes, que ce soit avec des déficits congénitaux ou acquis. Avant de prescrire une aide visuelle, donc, on doit normalement définir le grossissement à partir des besoins visuels recensés dans la partie anamnèse et interrogatoire du bilan orthoptique. Donc, il faut savoir les activités à réaliser et aussi quelle est la valeur de l'acuité visuelle résiduelle pour le patient malvoyant.
Alors, pour calculer un grossissement d'une aide visuelle, donc on applique toujours cette règle. Généralement, ça c'est pour les adultes ou pour les enfants en âge verbal. Alors, c'est l'acuité visuelle utile sur l'acuité visuelle restante. Alors, on entend parler pour l'acuité visuelle utile, c'est généralement, il est estimé à 6 dixièmes pour la lecture. L'écriture, normalement, ça demande 3 dixièmes. Pour des activités journalières, justement, pour la cuisine, la couture et tout ça, c'est 2 dixièmes. Et les enfants, 5 dixièmes. Pourquoi? Parce que généralement, c'est l'acuité visuelle utile pour voir un tableau ou regarder un tableau à l'école. Donc, si on fait le calcul, par exemple, pour un enfant qui a une acuité visuelle de 1 dixième, par exemple, résiduel 1 dixième, et qui a besoin de voir le tableau, donc il nécessitera éventuellement un grossissement 5. Alors, pour les enfants en âge préverbal, on a une autre règle qui dit que c'est la distance de Harmon sur la distance d'observation. Alors, la distance de Harmon, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça peut être 20 cm à 2 ans, 22,5 à 2 ans et demi, etc. Et la distance d'observation, c'est la distance pour laquelle le sujet, l'enfant, s'approche du texte. Donc on fait donc le rapport et on aura le grossissement nécessaire pour l'enfant en âge préverbal. Donc voilà, c'est un tableau qui récapitule un petit peu voilà, le calcul du grossissement utile. Vous voyez là, c'est 5 dixièmes comme acuité visuelle désirée, sur l'acuité visuelle 1 dixième par exemple, pour l'acuité visuelle résiduelle du sujet 1 dixième, donc on aura besoin d'un grossissement 5. On passe maintenant aux différentes catégories d'aide visuelle et donc, suivant l'activité, comme on vient de le dire, donc il s'agit des systèmes télescopiques. Ils pourront être des systèmes microscopiques, ça veut dire des systèmes conçus pour la vision de près. On peut avoir des aides électroniques. Et on a des aides techniques qui ne sont pas forcément considérées comme des aides optiques, mais c'est des aides techniques. Et on a aussi, on va parler un petit peu des filtres thérapeutiques. Alors pour les systèmes télescopiques, c'est généralement des systèmes qui sont conçus pour la vision de loin, donc pour donc répondre aux besoins des patients en vision de loin, tels que regarder le tableau dans un amphithéâtre ou un tableau, regarder la télévision par exemple. Donc ça peut être très bien un Kepler, un simple Kepler qui se porte à main. Donc j'ai amené des quelques modèles. Alors les Kepler, il existe en différents grossissements. Ça peut être des grossissements, par exemple celui-là à 8, celui-là il est à 6. Et c'est un système que le malvoyant peut acquérir. Par exemple, il le met, donc il le met comme ça, donc en déplacement et tout ça, donc pour regarder peut-être le bus, le numéro de bus qui vient, donc il peut donc le régler. C'est justement l'orthoptiste. Dynamique, effectivement. Mais par exemple, regarder des publicités, regarder peut-être l'amphi pour les universitaires. Donc j'ai des patients qui sont à la fac, ils vous disent voilà, même si je m'assois à la première rangée, donc le tableau donc il est un peu éloigné, j'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit. Donc le Kepler là, il est d'une grande utilité. Donc on peut avoir des Kepler aussi qui se raccrochent sur les lunettes. Voilà. Alors là, vous avez un petit support donc on les met complètement sur
sur les lunettes, et comme ça les mains ils seront libres et on le règle bien sûr suivant les distances. Donc ça dépend de l'activité et de justement est-ce que c'est une vision dynamique, statique, etc. On peut avoir d'autres systèmes tels que le Galilée par exemple qui aura justement un champ visuel beaucoup plus large. Le Galilée il présente l'avantage d'être fixé sur une monture, il se fait bien évidemment le monoculaire. Et ce Galilée, donc, il permet aussi d'avoir en vision de loin, avec un champ visuel un peu élargi, et il présente la particularité on peut l'utiliser même en vision de près, en additionnant ce qu'on appelle des bonnettes. Au fait, ce sont des additions qui se collent sur le Galilée, donc on les colle, et voilà, on passe complètement pour la lecture. Donc, il peut être conçu pour la vision de loin et la vision de près aussi. Donc on peut avoir des sortes de jumelles. Voilà, donc j'en ai une. Alors les jumelles, ils ont la caractéristique d'être utilisées en binoculaire. Donc généralement c'est pour les déficiences visuelles symétriques. C'est-à-dire lorsqu'on a généralement une isoacuité, et là on les règle de la même manière que le Kepler. Voilà. Je peux présenter peut-être un autre système, donc chez Firas. Voilà, merci Firas. Donc c'est l'Acutech, au fait, c'est un système aussi qui se colle sur les lunettes et donc qui permet d'avoir justement une bonne vision de loin avec la possibilité de garder la correction optique là-dessus. Et c'est quelque chose de très très pratique. Donc j'ai adapté récemment 2 patients, une qui fait ses études doctorales en droit. Donc, il s'en sort très très bien. Et un autre, il est au lycée. Donc il n'y a aucune remarque. Ils sont satisfaits à 100%. Alors, je recommande pas la conduite déjà, mais Firas, il va vous parler de ça tout à l'heure. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on va passer maintenant au système microscopique. En fait, ce sont des systèmes qui sont conçus pour la vision de près. Donc, on a une panoplie de systèmes. Comme l'a dit Nejla tout à l'heure, il faut se mettre toujours dans la tête que c'est pas forcément le système le plus coûteux, le plus sophistiqué, pour qu'il soit le plus performant. Parfois, on peut se contenter d'une simple aide visuelle, une simple loupe, qui coûte rien du tout, et qui peut donner, bien sûr, des résultats qui sont pertinents en matière de lecture, par exemple, lecture de chéquier, les textes, je sais pas, donc le roman, etc. Donc ça peut très bien faire l'affaire. On a, comme je l'ai dit, des loupes, voilà, donc ça c'est une loupe non éclairante. On peut avoir d'autres loupes avec un système d'éclairage, avec des piles, ça se fait avec des piles, comme ça on augmente le contraste. On peut avoir des loupes de table, c'est-à-dire au lieu de... Parce que c'est un peu fatigant, surtout si le texte est long, donc le patient va se fatiguer. Donc on peut avoir ça. Voilà, donc c'est... Donc c'est une loupe qui se pose directement sur le texte. Donc il suffit de la faire déplacer et ça existe en plusieurs grossissements. Ça peut exister même en grossissement 12. On peut avoir des loupes auto-éclairantes. Alors voilà, donc c'est comme un cristal. Donc on la met directement sur le texte
et on voit le texte plus éclairé, plus contrasté. Et ce genre de loupe, il est préféré par pas mal de patients. Comment on peut avoir des loupes pliantes? Alors voilà, donc ce sont des loupes de poche, donc que le patient peut posséder pour au marché, supermarché, pour voir les prix. Donc il s'en sert à chaque fois pour le portable, pour voir un numéro, un petit message, etc. Mais vous pouvez avoir vraiment une panoplie d'aides visuelles microscopiques. Des loupes serre-tête pour libérer la main, pour avoir une lecture prolongée, etc. On peut avoir même des réglettes. Des réglettes agrandissantes comme celle-là. Voilà. Et là, vous remarquez qu'il y a une ligne rouge, donc une ligne qui va faciliter la lecture et repérage de la ligne pour le patient malvoyant. Bon, l'inconvénient, c'est ça existe en grossissement qui est faible. Généralement, ça ne dépasse pas 3, un grossissement 3. Voilà, donc ça c'est pour les loupes. Alors toujours pour les systèmes microscopiques, on peut avoir des hyperoculaires. Les hyperoculaires, c'est des systèmes avec des forts grossissements. Donc ça peut aller jusqu'à plus 30 dioptries. Donc c'est vraiment c'est pour les déficiences visuelles très profondes. Et généralement, ça s'utilise en un seul œil, c'est-à-dire en monoculaire. Pour les aides visuelles électroniques, donc on a aussi une panoplie d'aides visuelles. Donc on peut avoir les téléagrandisseurs. Donc c'est des systèmes qui sont un peu gros. C'est une sorte de télévision munie d'une caméra au-dessous. Et on va essayer de défiler, le patient malvoyant, il va défiler le texte. L'avantage du téléagrandisseur, c'est qu'il va permettre un très grand grossissement. On peut avoir, c'est-à-dire une écriture noire sur un fond blanc, comme on peut inverser justement les contrastes, on peut la rendre une écriture blanche sur un fond noir. Parfois, c'est préféré par le patient. On peut contrôler les contrastes, augmenter la luminosité, diminuer, etc. Donc, il a pas mal d'avantages. L'inconvénient majeur, c'est qu'il est lourd et il ne peut pas être transporté par le patient. À côté de téléagrandisseur, on a la vidéo poche. Au fait, c'est comme une souris de PC munie de caméra au-dessous. Donc, on la raccorde avec un PC portable et comme ça, il va transmettre. C'est comme une sorte de scanner. Donc, il va essayer de transférer le contenu sur le PC, sur l'écran. Et là, par contre, il peut être transportable par le patient. Alors, à côté des aides visuelles télescopiques, microscopiques, on trouve les aides techniques. Alors, on a les tables spécialisées pour la malvoyance. Donc, c'est des tables ou des pupitres parfois inclinés, qu'on peut contrôler l'inclinaison, qui vont apporter du confort visuel pour le patient déficient visuel. On a des logiciels informatiques aussi, donc Carentin nous a parlé de ça tout à l'heure, des fauteuils réglables en hauteur, de la lumière. La lumière, c'est quelque chose de... N'hésitez pas à adapter votre patient avec de la lumière parce que vous allez voir que parfois, rien qu'avec la lumière, on peut gagner jusqu'à 2 lignes d'acuité visuelle en vision de près. Bon, on a la montre parlante, le téléphone avec des grosses touches, etc.
Alors, les filtres chromatiques thérapeutiques, en fait, c'est des verres teintés, mais ce n'est pas des verres teintés ordinaires. En fait, c'est des verres qui coupent la longueur d'onde dans un endroit très précis. Généralement, c'est entre 400 nanomètres jusqu'à 500 nanomètres. Alors, le rapport, c'est quoi? C'est, au fait, il lutte contre l'éblouissement, il améliore le confort visuel, ils peuvent augmenter le contraste. Donc le patient, parce que comme vous le savez, le patient malvoyant, il est vraiment très ébloui, très gêné par la lumière. Et les filtres chromatiques, c'est vraiment la solution idéale pour lutter contre ce phénomène. Alors, au fait, les filtres, ça existe en plusieurs couleurs, suivant la coupure ou la sélection de la longueur d'onde. Autrefois, on les prescrivait suivant la pathologie, c'est-à-dire la DMLA, donc on avait un certain nombre de filtres chromatiques. Le glaucome, donc on a une certaine sélection, mais là, d'après, donc justement, j'ai parlé à Dupeyron, professeur Dupeyron l'autre fois, donc il m'a confirmé qu'on peut donner n'importe quel filtre chromatique à n'importe quelle pathologie, à condition, bien sûr, de faire un essai à l'extérieur, c'est-à-dire n'hésitez pas à faire sortir votre patient à l'extérieur ou à travers la fenêtre et faire un essai à travers une boîte d'essai. Donc j'ai une déjà ici. Voilà. Donc là, vous avez une sélection de filtres chromatiques. Voilà. Par exemple, c'est là. Donc là, on peut le donner à la DMLA. Ça, c'est pour le port intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, du bureau, de la classe, etc. Il y a des filtres pour le port extérieur, c'est-à-dire lorsque l'intensité lumineuse de la lumière du jour elle est très intense. Donc on passe à des filtres comme ça, beaucoup plus foncés. Mais le plus important, c'est d'essayer aux patients et c'est une évaluation subjective. Alors, ce que je voudrais dire que voilà, on a devant nous une panoplie de systèmes, mais gardez toujours dans l'esprit que c'est le système le plus simple, parfois c'est le plus efficace. Il faut noter aussi que l'aide visuelle qui permet de tout faire n'existe pas. La raison pour laquelle on n'a pas à donner une aide visuelle à un patient et on va lui dire voilà, ça va résoudre tous les problèmes. Un patient peut avoir 2 jusqu'à 3 jusqu'à 4 aides visuelles pour des activités différentes. Voilà, donc un autre point donc, pour lequel j'ai insisté sur la première communication. La première aide au visuel au patient, c'est la correction optique. Il faut s'assurer que la correction optique soit vraiment parfaite pour ne pas grossir le flou visuel. Ça, c'est vraiment très important. Sinon, l'aide visuelle n'aura pas d'intérêt. Alors, j'ai listé ici quelques limites qu'on rencontre généralement dans notre unité de basse vision au Maroc. Alors, parfois, on est, comme l'a dit Corentin tout à l'heure, on est affronté à un certain nombre de limites pour la réadaptation, rééducation basse vision. Effectivement, il y a l'éloignement géographique parce qu'il y a peu d'unités éparpillées dans le royaume. Il y a une pénurie de professionnels orthoptistes qui sont formés dans le domaine. La filière de l'ergothérapie vient de voir le jour chez nous. Donc on vient de commencer la première cohorte, à former la première cohorte des ergothérapeutes. Manque de visibilité de la pratique orthoptique aussi, parce que au fait, la rééducation elle est mal connue, voire peu connue par les professionnels. Parfois, on trouve même des ophtalmologistes qui, normalement, être censés orienter les patients malvoyants aux orthoptistes pour la basse vision. Ils ignorent justement l'apport
et l'envergure de cette prise en charge. Parfois, un patient, il est pas motivé du tout à cause de son handicap, donc on ne trouve pas de motivation. Donc la rééducation, le protocole de rééducation, il va prendre fin. Et puis le statut social, je crois que c'est la même chose que chez vous, c'est-à-dire pas tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde. Parfois, parce qu'il y a pas mal de séances, il y a des aides visuelles, donc le coût global, ça va être vraiment pas évident. Donc pour conclure, donc j'ai essayé de faire 4 points. Le premier point, ne pas grossir du flou, donc il faut bien vérifier la correction optique. L'aide visuelle la plus simple, presque toujours, c'est la plus efficace. Il faut pas, c'est-à-dire, il faut pas aller, c'est-à-dire sauter les étapes. Il faut aller graduellement, tout doucement, bien sûr par des tâches très faciles pour ne pas mettre le patient dans une situation d'échec. Et ça, c'est très important. Et ne jamais laisser naître de faux espoirs, c'est-à-dire que la rééducation orthoptique, en fin de compte, on ne va pas dire que voilà, ça, vous allez reprendre comme avant, mais on va essayer d'exploiter et d'optimiser la vision résiduelle de nos patients. Je vous remercie.